Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel, cette petite capsule qui va parler du modèle OSI et du modèle TCP/IP et la façon dont on va pouvoir étudier leur fonctionnement via packet tracer. Donc lorsque je regarde le modèle OSI et TCP/IP, c'est quoi? Le modèle OSI, en fait, c'est le premier modèle théorique qui a été développé à la base, et le modèle TCP/IP, c'est le modèle pratique qu'on utilise maintenant. Alors, il faut savoir que lorsque on a voulu mettre au point le fonctionnement des réseaux et des machines réseau, un certain nombre de questions sont posées quant aux différentes étapes nécessaires à la fabrication, l'envoi d'un message, la connexion sur le réseau, le transport des trames dans un réseau ou le transport des paquets à travers le réseau, etc. etc. Bref, toutes sortes d'éléments se sont posés. Donc ils se sont demandé comment est-ce qu'on allait faire pour construire un message, l'envoyer et que le destinataire y arrive. Et ils ont comme ça divisé les opérations en 7 étapes. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont voulu faire en sorte que ces étapes soient suffisamment importantes. Ils n'ont pas pris trop de détails, ils en ont pris 7, suffisamment importantes et autonomes. Ça veut dire que chaque étape va être réalisée par ce qu'on appelle une couche, on va appeler ça une couche plus qu'une étape, qui réalise quelque chose de bien particulier, et ils réalisent leurs tâches selon une façon de faire. Et cette façon de faire, ça s'appelle un protocole. Donc ils se sont dit que une des premières choses à faire, c'était de savoir déjà d'être capable d'ouvrir une application qui pouvait accéder au service réseau, donc qui pouvait fabriquer des données et les envoyer vers un service réseau. Donc ils ont créé le service réseau, les applications qui pouvaient y faire appel. Et ça, c'est les browsers que vous avez. Donc le browser que vous avez, par exemple, il va utiliser un protocole HTTP qui va lui donner accès au service réseau. Et il y a une façon de faire qui s'appelle HTTP, c'est son protocole. Un serveur de fichiers, par exemple Mozilla, est aussi une application. Donc quand je vais cliquer dessus, Mozilla File Server, j'ai par exemple, donc FileZilla, je vais l'ouvrir et lui il va me permettre d'avoir accès au réseau et de partager des fichiers. Mais il ne va pas utiliser le même protocole qu'une page web pour fabriquer ses données, envoyer ses messages, etc. Il va lui utiliser FTP. De la même façon, je peux configurer ou parler via un terminal à une autre machine et lui envoyer des ordres. Donc je dois pouvoir cliquer sur une application qui va s'ouvrir et qui va être une fenêtre qui va me permettre d'envoyer des mots de commande, etc. à une autre machine. C'est aussi un message sur le réseau. Ah ben, tout ça, ce sont des applications, par exemple PuTTY, SecureCRT, qui s'appellent les terminaux, qui permettent d'envoyer des commandes à travers le réseau. Donc ça, c'est tous les types d'applications. Puis ils se sont dit, maintenant qu'on est arrivé vers ça, qu'on a fait les services réseau, évidemment, quand je tape mon code, il faut une façon de le présenter. Donc moi, par exemple, si je tape un code sur Word, je vais peut-être prendre de l'Unicode, je vais prendre de l'ASCII, je vais prendre toutes sortes de codes qui existent. C'est une façon de coder la lettre A, par exemple, ou une façon de coder la lettre B, sur combien de bits. Est-ce que c'est 001 la lettre A, ou est-ce que c'est 100, etc., etc., A majuscule, A minuscule, etc. Donc c'est la façon dont on code le message, donc les lettres qu'il y a dans le message, par exemple. Donc voilà, il ne suffit pas qu'il y ait une lettre qui apparaît à l'écran, elle doit être codée, il faut qu'elle soit comprise. Donc un A en ASCII ou un A en UTF-8 n'a pas le même code. Pourtant, A doit toujours s'afficher à l'écran, ben ça c'est la présentation qui s'en occupe. Ils se sont dit, on va s'occuper d'avoir accès au réseau, d'utiliser une certaine façon de faire pour obtenir un certain but, puis il ne faut pas oublier de présenter correctement l'information, que tout le monde fonctionne avec les mêmes codes, qu'on sache quels sont les codes utilisés pour les lettres, etc., etc. Et puis il y a les sessions. Les sessions, c'est quoi? C'est ce qui permet de s'authentifier, de faire un login et de dire par exemple, voilà, je vais ouvrir ma session, fermer ma session, je peux très bien aller sur une page et puis je dois encore me loguer. Donc je suis pourtant déjà sur la page, mais il faut encore que j'ouvre une session. Ensuite, ils se sont dit, on va transporter l'information. Transporter l'information, c'est-à-dire que
c'est plus que c'est le moyen de transporter, c'est la façon de le transporter. C'est comme quand vous envoyez une lettre. Si je prends une lettre, je peux désirer que dans mon envoi, je reçoive un recommandé ou pas. Si je veux envoyer, donc ma façon d'envoyer le transport, si je veux envoyer mais que je me fiche de savoir si la personne a reçu ou pas la lettre, je vais pas demander d'accusé de réception. Si je veux un accusé de réception, là je veux un retour de la personne ou du fait que le message ait bien été déposé. Eh ben ça c'est le principe d'UDP et TCP. UDP c'est sans accusé de réception, TCP c'est avec accusé de réception, mais en plus je peux pas par exemple écrire 500, 600, 700 pages pour mettre dans une enveloppe classique. Il me faudrait un colis. Donc si j'ai une enveloppe classique, en informatique cette taille de l'enveloppe va être limitée par les protocoles, par les façons de faire, donc j'ai une certaine taille d'enveloppe. Si cette enveloppe peut contenir une page, si mon message fait un certain poids, eh ben, je vais devoir le diviser, et c'est ce qu'on appelle des segments. Donc je vais le segmenter, je vais devoir mettre des numéros, etc., etc., pour être sûr que la personne, quand elle reçoit les pages, bah, elle se rend compte que tous les numéros de pages sont là. Bref, il y a une façon de transporter l'information, et il y a aussi, on s'occupe des ports, ça veut dire, lorsque j'envoie un message, je parle et j'écoute sur un port et la machine distante aussi. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs applications. Il faut savoir quelle est l'oreille de l'ordinateur. Il a peut-être 10 applications. Chaque application a son oreille, chaque application a sa bouche sur le réseau, et donc lorsque j'envoie un message, je dois être sûr que l'ordinateur, je parle avec la bonne bouche, et que l'ordinateur, le bon port, et que l'ordinateur distant l'entend avec la bonne application, la bonne oreille, le bon service. Voilà, tout ça c'est le transport. Puis ils se sont dit, voilà, maintenant qu'on a fait ça, il faut maintenant se rend compte qu'il va y avoir plusieurs réseaux. Et donc, il va falloir que nos messages passent de réseau en réseau. Et il y en a énormément. Donc, il faut trouver une route. C'est comme quand moi, je pars en voiture, je peux facilement aller de ville en ville, mais j'ai plein de façons d'y arriver. Et à chaque fois, je vais prendre une rue, une autre rue, etc., etc. Pour trouver ma destination, j'ai passé d'une rue à une autre, d'un réseau à un autre. Il faut que je connaisse ces numéros de rue, que ces numéros de rue soient identifiés. Il faut, pour trouver mon itinéraire, c'est ce que je vais faire. Je vais aller de rue en rue, de réseau à réseau, et je vais partir de mon réseau, c'est-à-dire de chez moi, jusqu'à mon lieu de destination, d'accord, jusqu'à la rue où je dois arriver. Eh ben, ce chez moi, c'est mon réseau, le réseau de destination, c'est le réseau de la machine à laquelle je vais communiquer. Mais une fois que je suis dans la rue, il me faut aussi un numéro. Et donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est que j'ai un protocole qui me permet d'assurer l'identité du réseau, de pouvoir savoir dans quelle rue je suis, et de la personne qui est dans ce réseau. Une fois que je suis dans le réseau, il faut que j'aille trouver la machine à qui je m'adresse dans ce réseau. Et en plus, il faut qu'il soit routable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au niveau du réseau, il faut simplement qu'on puisse trouver la route. Ça, c'est ce qui se passe au niveau réseau. C'est vraiment ce qui concerne les réseaux en général. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais en général, c'est être capable d'avoir une adresse et faire en sorte que ma route puisse toujours être trouvée, que la communication en réseau entre les réseaux soit établie, et donc je dois m'assurer de pouvoir passer d'un réseau à un autre, et je dois m'assurer de savoir quelle est la personne qui parle et à qui elle veut parler. Donc, voilà, ça, les réseaux, ils s'occupent de ça. Ensuite, j'ai la couche liaison. Ils se sont dit, ok, c'est bien à travers le réseau, mais j'ai aussi les machines au sein du même réseau. Donc il faut quelque chose qui établisse le lien entre mes machines. Donc il y a mes machines qui discutent au sein de mon réseau. Là, j'ai pas allé trop loin. C'est comme dans la rue, on se connaît un petit peu tous, c'est facile de s'identifier. Il faut juste le numéro. Si par exemple je ne vais pas sortir de ma rue, et que par exemple j'habite au numéro 7 et que je dois aller au numéro 12, j'ai juste besoin de connaître un numéro. Il faut que les numéros des maisons soient uniques. Et donc je vais aller du 4 au 12, je me fiche de savoir dans la rue dans laquelle je suis, puisque c'est dans ma rue, et chaque personne va dire, je dois aller au numéro 4 de ma rue, au numéro 12 de ma rue, au numéro 8 de la rue. Du moment qu'il a le numéro pour identifier la maison, il sait où aller. Et donc ça, c'est dans le même réseau, et c'est tout ce qui permet la liaison dans un même réseau, dans des réseaux point à point, etc., etc. Il y a toutes des normes, des façons de faire pour relier les gens ensemble, et ces façons de faire, c'est HDLC, PPP, Ethernet, qu'on connaît tous.
Ensuite, ils se sont dit, ok, donc on a fait à travers le réseau, on a fait dans le réseau, mais après, bon, bah, je vais quand même mettre des câbles pour relier mes machines, puis il doit y avoir du voltage, il doit y avoir un codage de l'information, etc. Par exemple, si par exemple j'ai un certain nombre de volts, ou est-ce que c'est des influx lumineux? Est-ce que c'est une différence de potentiel ou des influx lumineux? Quel type de câble va transporter ça? Et si par exemple j'ai beaucoup de zéros les uns à la suite des autres, je risque de ne pas pouvoir bien lire mon message parce qu'il n'y aura pas suffisamment de différence de potentiel, de vagues pour me dire tiens, il y a eu 4 zéros ou 5 zéros, alors je vais devoir coder mon message, donc en plus je vais rajouter du codage, etc., etc. Je vais faire en sorte que mes influx électriques, mes influx lumineux, en tout cas les ondes électromagnétiques que je transmette, elles soient modulées, elles soient lisibles, clairement, de façon à ce que l'information puisse être reconstruite. Alors, évidemment, puisque chaque couche s'occupe de quelque chose, elle a une façon de faire, c'est un protocole, eh bien, il y a des machines qui sont capables de faire ça. Il faut savoir que chaque couche, donc si chaque machine qui est capable de faire une couche supérieure, c'est pour ça qu'elles sont numérotées de 7 à application, donc le plus haut, le plus vers l'utilisateur à 1, plus vers le hardware, donc plus vers la machine, donc de 7 à 1. Du plus haut au plus bas. Il faut savoir qu'à partir du moment où une machine peut travailler en couche 7, elle doit forcément, pour que l'application puisse fonctionner, elle doit aussi savoir faire le 6, la présentation, doit aussi savoir faire le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, je pense que vous m'avez compris. Donc à partir du moment où une machine est capable de travailler en couche 7, elle est capable de travailler en couche 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si elle est capable de travailler en couche 5, elle est capable de travailler en 4, 3, 2, 1. Si elle est capable de travailler en couche 4, elle sait faire toutes les couches qui sont en dessous, etc. Donc, dès qu'une machine a une certaine couche, par exemple un routeur, est capable de travailler en couche 3, et donc il est aussi capable de manipuler la couche 2 et la couche 1. Alors, quelles sont les différentes machines capables de gérer ces différentes couches? Typiquement, les machines qui utilisent l'application, etc., donc les couches 7, 6, 5, sont les serveurs, les PC, etc., etc. Donc tout ce que les utilisateurs utilisent réellement, tout ce qu'ils manipulent, tout ce qui leur permet de lancer des applications. Ensuite, en couche 4, une machine typique de couche 4, c'est le firewall. Les machines de couche 3, en général, c'est les routeurs. Les machines de couche 2, c'est les switches. Et les machines de couche 1, c'est les hubs. Et évidemment, les éléments comme les câbles, etc., etc. Donc voilà, chaque machine est capable de gérer un certain nombre de couches. Et donc de manipuler un certain nombre de protocoles. Alors donc les noms des couches en modèle OSI, c'est 7 applications, 6 présentations, 5 sessions, 4 transports, 3 réseaux, 2 liaisons, 1 physique. Ensuite le modèle TCP, eux ils ont regroupé la couche 765 en juste la couche application, la couche 4 transport HT transport, la couche 3 qui s'appelle réseau en OSI, chez eux s'appelle Internet. Et la couche 1, 2, ils ont été regroupés en ce qu'on appelle l'interface réseau. Donc le modèle OSI, lui, il a décidé de plutôt que de diviser en 7 finalement, il a fait 4 grosses couches. Voilà. Mais tout ça est tout de même, ils utilisent quand même les protocoles qu'on voit en face des couches du modèle OSI et ils doivent savoir faire l'application, la présentation et la session. C'est juste qu'ils vont gérer ça avec l'application, par exemple. Bon, bref. Donc voilà, il y a le modèle théorique et le modèle pratique. Donc, si je regarde le rôle de chaque couche, application, c'est quoi? C'est des programmes qui donnent accès aux services des réseaux, qui créent et qui reçoivent et envoient les données. La présentation, en fait, c'est un espèce de traducteur pour le réseau. Il formate les données à présenter de l'application vers l'application. Donc, il doit coder, compresser, peut-être crypter, décrypter. Tout ça se fait au niveau de la couche. La session, c'est ce qui permet d'établir une session vraiment entre machines, entre PC. Donc, ça veut dire que je vais m'identifier, etc. On appelle ça interhost, host to host. C'est différent de end-to-end, de bout en bout, comme on voit transport. Bout en bout, c'est le premier protocole qui fait que, imaginons, donc j'ai une première machine et une deuxième machine. Et je dois passer par... Donc j'ai mon PC1 et mon PC2, ils veulent communiquer ensemble. Ils vont devoir passer par une machine réseau, qui passe par une machine réseau, un routeur et un switch, un routeur et 2 switches,
un routeur, deux routeurs, trois routeurs, quatre routeurs, cinq routeurs, six routeurs, pour elle, ça sera transparent. C'est-à-dire que c'est comme si elles se parlaient l'un à l'autre. Ça veut dire que la couche transport, par exemple, elle va mettre les numéros de page. Mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'autre personne va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire j'ai bien reçu 1, j'ai bien reçu 2, j'ai bien reçu 3. Pour nous, le réseau de distribution entre elles ne compte pas, mais on va être au courant de ce qui se passe. Et donc, c'est ce qu'on appelle de bout en bout. Ça veut dire que le PC1 va envoyer quelque chose et le PC2 peut le lire et renvoyer une réponse par rapport aux données de transport. On appelle ça de bout en bout. Voilà, donc on sait, ça veut dire que là on sait encore ce qui se passe d'un bout à l'autre. Voilà, quel que soit le réseau au milieu, on sait ce qui se passe d'un bout à l'autre. Par contre, au milieu, c'est transparent, donc c'est pas bout à bout, c'est le réseau. Donc le réseau, tout ce qui se passe, ça se passe dans un même réseau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, la couche transport, je veux dire, elle s'occupe de segmenter les messages, de passer et vérifier les numéros de séquence, de contrôler le trafic, l'absence d'erreur, etc., etc. La duplication de trame, ils vont éviter, etc. Donc le réseau, la couche réseau, elle doit contrôler les opérations des sous-réseaux. Ça veut dire que dans un sous-réseau, les opérations, ce qui se passe, si je veux passer d'un sous-réseau à l'autre, ce que nous on va appeler un réseau, à un autre, eh ben on va le faire via la couche réseau. C'est elle qui va gérer ça. Elle contrôle les opérations dans le réseau, à savoir si je m'adresse à une machine qui est dans mon réseau, des machines qui sont dans un autre réseau. Et donc elle va utiliser des protocoles qui permettent de faire ça, de dire est-ce que je suis dans mon réseau, est-ce que je suis dans mon réseau, par quoi je passe, etc., etc. Elle va décider du chemin physique que le message que je vais envoyer va emprunter. Est-ce qu'elle va passer par un routeur, par trois routeurs, à gauche, à droite? C'est comme quand je prends une route. Pour arriver à destination, je peux prendre plusieurs routes différentes. Je peux prendre des détours ou pas des détours. Par exemple, si la route est bouchée, par exemple, je vais prendre l'autoroute en général. Mais oui, mais si c'est bouché, peut-être que je vais prendre des petites routes, etc., etc. Ça, c'est les protocoles réseau qui s'en occupent. La liaison, en fait, c'est tout ce qui relie les ordinateurs au sein d'un même réseau. Donc, on n'a pas de notion de réseau. On n'a pas de notion logique. C'est-à-dire que la couche réseau, elle a quand même besoin d'une logique. Donc par exemple, la couche réseau, elle est logique que tous les noms de rue, par exemple tous les réseaux, aient un nom unique et une adresse et un numéro unique. Sinon, si moi je suis un facteur et que je vois deux rues qui ont le même nom, je ne vais pas savoir où aller. Donc là, on va paramétrer, si vous voulez, le réseau. Et on va le faire de façon logique à ce que chaque réseau puisse bien être distingué les uns des autres. La liaison, il n'y a plus besoin de penser au réseau puisqu'on est censé faire plus ou moins tous partie du même réseau. Donc on fait tous partie du même réseau. Donc en fait, quand je sors de ma rue, si je dois aller au numéro 12, je me fiche de savoir le nom de ma rue, dans quel réseau je sais que je vais au numéro 12. Et donc, il fournit tout ce qui est le transfert de trame des données d'un nœud vers un autre, d'un même réseau. Donc, puisque pour aller d'un nœud, c'est une machine qui possède une adresse IP. Donc, quand je vais d'une adresse IP à une autre, les machines vont communiquer toujours d'abord avec des adresses qui sont avec des machines qui sont dans le même réseau. Voilà, et ça se passe sur la couche physique. La couche physique, c'est quoi? Évidemment, c'est les câbles, tout ce qui s'acquitte de la transmission, de la réception du flux binaire sur le média. C'est ça le média physique. Et quand on parle de média physique, une onde électromagnétique, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qui existe. C'est pas parce que je ne sais pas l'attraper en main que ça n'existe pas. Même si ça me traverse, ça a quand même une existence réelle, une existence physique. On va aussi encoder. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, la trame, c'est un certain nombre de bits, mais s'il y a trop de zéros qui se répètent, etc., ou trop de 1, je risque de ne pas savoir lire cette trame correctement. Donc je vais coder l'information, ce qui fait que je vais parfois envoyer plus de bits sur le réseau qu'il y en a réellement dans la trame. C'est aussi la connectique. Quand je mets une prise, quand je veux brancher mon câble réseau, il faut qu'il ait la bonne forme pour rentrer dans ma carte réseau. Donc c'est tout ce genre de rôle que chacune de ces couches assure, et chaque couche a ce qu'on appelle des unités. Donc ce qui est fabriqué par les couches 7, 6, 5, ça s'appelle des données, c'est des data. La couche 4 fabrique des segments, la couche 3 fabrique des paquets, utilise des paquets, lit les paquets, la couche liaison fabrique et lit des trames, et la couche 1, elle envoie, elle réceptionne des bits. Alors, pourquoi est-ce que je parle des unités comme ça et je dis qu'elles fabriquent, qu'elles utilisent, etc. Parce qu'en fait, il y a des procédés d'encapsulation, décapsulation. Ça veut dire qu'en fait, chaque couche va créer des données à sa façon avec ses protocoles
et elle va la passer à la couche suivante. Elle va dire en gros, j'ai besoin, moi je fais ça, et toi tu vas assurer le reste. Donc si vous voulez, la couche d'en dessous assure du service du travail pour la couche du dessus. Donc l'application file ses data, la couche présentation elle est présente, la couche session assure qu'il y ait une session, le transport va s'arranger pour qu'il y ait la bonne taille, etc. etc. Et donc les couches 7, 6, 5, on va dire qu'elles vont fabriquer les données, les data. Ces data, une fois que j'ai fabriqué ces data, je les passe au transport. Et le transport, il ne s'intéresse pas aux data. C'est-à-dire que lorsque je dois séparer mes fiches, par exemple j'ai 10 fiches et je dois mettre une fiche dans une enveloppe, ça ne m'intéresse pas de lire le contenu de la fiche. Moi je m'en fiche, c'est le cas de le dire, je prends une fiche, je prends une feuille et ce qui m'intéresse c'est de plier, de la plier pour qu'elle rentre dans l'enveloppe. Donc moi ce que je fais c'est que je prends les données et j'ai aucun intérêt avec ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle c'est pas de dire de les interpréter, mon rôle c'est de les segmenter, d'avoir que l'application de destination les reçoive bien. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'encapsuler. Ça veut dire que je peux prendre ces données et je vais rajouter d'autres données qui n'ont rien à voir avec celles-là. Et les données que je vais rajouter, données de couche 4, d'accord, vont être destinées à la couche 4 de la machine de destination de la machine qui sait les lire. Donc c'est-à-dire que les données de certaines couches ne vont être lues et ne vont être utilisées que par les données, par les couches qui les ont générées. Donc si moi j'ai fabriqué, j'ai créé des données en couche 765, c'est la couche 765 du destinataire qui va les utiliser. Si ma couche 4 rajoute des données, c'est la couche 4 du destinataire qui va les utiliser. Donc chaque couche va ajouter des informations à destination de la couche de la machine de réception. Et donc, puisqu'on va ajouter des informations, le nombre d'informations d'octets, on va dire, grandit, et je ne vais pas appeler ça de la même façon, puisque mes données changent, on a ajouté quelque chose, ça s'appelle plus des données, ça s'appelle un segment quand je passe en couche 4. Ensuite, ce segment, je vais le prendre, et je vais l'encapsuler, ça veut dire que je vais le prendre, et je vais rajouter des données. D'accord ? Et ces données, par exemple, ce sont les adresses IP source et destination. Il y en a plein d'autres, mais c'est celles qu'on connaît le plus. Et une fois que j'aurai rajouté à ce segment les adresses source et destination, je vais à ce moment-là créer ce qu'on appelle un paquet. Ensuite, je vais prendre mon paquet et je vais également ajouter les adresses MAC par exemple et un code de contrôle par division polynomiale. D'accord ? Donc ce qu'on appelle le CRC, ce qui va me permettre de savoir, juste de savoir si la trame que je vais lire, est-ce que je l'ai lu correctement ? Est-ce qu'elle n'a pas été abîmé, d'accord? Donc juste pour dire tiens c'est une checksum, donc en gros je prends le message, je regarde les 1 et les 0 et je m'assure grâce à la checksum que les 1 et les 0 ça soit bien le nombre qu'il y a dans le bon ordre, donc qu'elle n'ait pas été corrompue. Donc je vais prendre le paquet, je vais encapsuler, je vais rajouter des données, ça va devenir une trame, et la trame normalement j'ajoute plus rien. Ce qui se passe c'est que quand je vais l'envoyer, et en tout cas je n'ajoute plus de données supplémentaires utilisables par une machine, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc une fois que j'ai cette trame, j'envoie cette trame, ces informations à travers le réseau, mais je vais peut-être les coder, d'accord? Et je vais envoyer un flux de bits. C'est pour ça que je peux par exemple, pour m'assurer d'éviter une redondance de 0 ou de 1, je vais utiliser un certain code, ou je vais par exemple utiliser... Je vais transformer par exemple 4 0, je vais m'assurer qu'à la place de 4 0, en fait, au lieu d'envoyer 4 bits par 4 bits, je vais envoyer 5 bits par 5 bits, de façon qu'il y a au moins un 1 qui interrompt ma suite de 4 0. Et donc ça s'appelle du codage mais au niveau physique. Et alors mon nombre de bits présents dans le flux de bits qui passe est plus grand que les bits contenus dans ma trame. Voilà. Donc, si je résume ça... Mon ordinateur fabrique les datas, l'application fabrique les datas, on les envoie, les datas deviennent des segments, les segments deviennent des paquets quand j'ai rajouté les adresses IP, qui deviennent eux-mêmes des trames quand elles passent en couche 2 et quand j'ai rajouté les adresses MAC de destination, et puis je les envoie sur le réseau. Voilà. Et donc ça marche de la couche 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour celui qui envoie le message, mais pour celui-là qui reçoit le message, ça marche dans le sens inverse. Ça veut dire qu'il reçoit d'abord les bits, c'est 1.
puis il reconstitue la trame, donc il passe en couche 2, puis de la trame il extrait le paquet, et donc plutôt que dire extraire, on va dire décapsuler. D'accord? Et donc, si l'ordinateur qui émet, l'ordinateur source passe en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, l'ordinateur, lui, reçoit de destination, reçoit le flux de bits, et donc il reconstitue, il passe de bit à la trame, de la trame au paquet, du paquet au segment et du segment au data, et donc il va dans l'ordre inverse. C'est comme si vous voulez un directeur. Il va appeler sa secrétaire en disant voilà, je veux avoir en ligne tel directeur d'une autre institution, on va dire. Eh bien, la secrétaire va contacter l'autre secrétaire qui va contacter son directeur, qui va décrocher son téléphone, et les deux directeurs vont parler ensemble. D'accord? Mais ça veut dire que le directeur va passer par la secrétaire, et puis par le téléphone va sonner, la secrétaire va le décrocher, et le directeur va le prendre. Donc on est passé de la source directeur, secrétaire, téléphone, à la destination, téléphone, secrétaire, directeur. Vous voyez? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà, et bien passer d'une couche à l'autre, quand on passe des couches supérieures aux couches inférieures, c'est une encapsulation, on rajoute des données. Quand je passe des couches inférieures vers les couches supérieures, c'est une décapsulation, j'enlève les données pour extraire uniquement ce qui m'intéresse moi. C'est-à-dire que dans la trame, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai rajouté dans la trame. Voilà. Et puis, j'extrais le paquet pour le passer à la couche suivante. Alors, l'intérêt de paquet de traceur dans tout ça, c'est quoi? Ben, l'intérêt de paquet de traceur, c'est que quand j'envoie, ici on voit un PC3 qui envoie une commande ICMP, un ping, chez Ping pour voir si le PC4 est bien connecté, s'il peut me répondre. Donc, là, le PC a une adresse IP 192.168.1.2 et il fait ping 192.168.1.5. Donc je suis la machine 1.2. Est-ce que la machine de mon réseau, est-ce que la machine 1.5 est bien branchée sur le réseau? Est-ce que je peux la contacter? Est-ce qu'elle va me répondre? Voilà, en gros c'est ça. Et bien l'avantage, quand je fais toutes ces opérations, j'envoie des trames sur le réseau. Et ces trames, donc une trame, c'est ce qu'il y a de plus bas, d'accord? Donc s'il faut bien comprendre, c'est que dès que je parle de trame, je suis en couche 2. À chaque fois, je vais utiliser l'unité de la couche correspondante. Ben, dans la trame, d'accord, qui est en couche 2, il y a le paquet en couche 3, un paquet IP, on appelle ça un datagramme. Et il y a beaucoup de gens qui appellent les paquets, donc les unités de couche 3, qui appellent ça datagramme. Dans le modèle TCP/IP, forcément, la couche internet, elle utilise, donc notre couche réseau en OSI, elle utilise des datagrammes. En gros, un paquet qui utilise les paramètres IP, on appelle ça un datagramme, etc. Il y a tous les couches qui sont maintenues dedans. Et nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur cette petite enveloppe verte et voir ce qu'il y a dedans pour comprendre comment ça fonctionne réellement. Et donc, on va pouvoir avoir une idée de ce qui se passe en couche 1, 2, 3 et supérieure. Donc, par exemple, ici, je vois quand mon PC envoie sa commande ping, j'ai les couches 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 qui sont séparées. D'accord? Bon. Eh bien, si j'en ai l'envie, donc je vois dans le modèle aussi, je vois immédiatement apparaître les informations de couche 2 s'il y en a, les informations de couche 3 s'il y en a, et l'information de couche 1. Et je vais pouvoir entrer plus en détail. Ça veut dire que je vais en fait regarder ce qui se passe réellement dans les différentes couches. Imaginons, j'ai envie de voir ce qui se passe en couche physique, je vais pouvoir le faire. D'accord? Si je veux voir ce qui se passe en couche liaison, je vais pouvoir le faire. Si je veux pouvoir voir ce qui se passe en couche réseau, je vais également pouvoir le faire. Elles vont être séparées, et y compris pour les applications, etc. Elles vont être séparées où et comment exactement en détail? Elles vont être séparées dans ce qu'on appelle les PDU, outbound PDU. Un outbound, c'est ce que PDU détail, vous allez voir, c'est ce que j'envoie. Un outbound, c'est ce qui sort, et inbound, c'est ce qui rentre. Donc quand je reçois quelque chose, c'est un inbound, et quand je renvoie quelque chose, c'est un outbound. Voilà. Donc si je clique sur l'outbound PDU détail, donc j'ai le modèle OSI que j'ai entouré en bleu, l'outbound PDU que j'ai entouré en rouge. Donc en fait, je clique dessus et qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens les couches correspondantes. Donc, et les couches correspondantes, par exemple en 1, on voit, je l'ai entouré en jaune. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, eux, la couche 1, c'est tous les bits. Donc, ils vont dire, voilà,
je vais mettre des bits ou des bytes. Donc les bytes, c'est des octets. D'accord, c'est la longueur en octets, la longueur de l'information que je vois en octets. Et les bits, c'est l'information en bits. D'accord, donc je vais pouvoir avoir une notion, avoir une idée de la taille de la trame, et on va voir par exemple data, c'est une longueur variable, donc ça veut dire qu'ils vont nous parler de la longueur des différents éléments que je vois. Par exemple en couche 2 Ethernet, je vois le préambule, SFD, etc. Ils vont dire la taille que ça va, et puis ils vont simplement dire il y a les data qui est une longueur variable, et c'est la longueur qui suit. D'accord? Donc en fait, ce qui nous indique, c'est la longueur de chacun des éléments qu'on voit, de chacun des petits éléments, de chacun des petits cadres de chaque ligne qu'on voit. Et donc, les data, c'est quoi? C'est ce qui a été encapsulé. Donc c'est ce qu'il y avait dans la couche supérieure. D'accord? Donc, puisque j'ai fait, par exemple, je suis passé de la couche 4 à la couche 3, les data de couche 3 sont ce qui a été fait en couche 4. Donc les data de couche 2, les données de couche 2 sont ce qu'il y avait en couche 3. Et donc finalement, je vais du haut vers le bas. D'accord? Donc la couche 1, elle est là. La couche 2, elle est en premier. Donc j'ai des adresses, par exemple les adresses MAC qui sont dedans le type que j'utilise ici, je vois que c'est une trame Ethernet classique. Donc je vais voir la couche 2 en premier. Donc je commence de la plus petite couche à la plus grande couche, et à chaque fois, donc c'est comme si je suis la personne, que je sois un outbound ou inbound, qui reçoit le message. Donc je regarde la couche 2, puis plus bas je regarde la couche 3. Évidemment les datas de couche 2 sont les informations de couche 3. D'accord? Et ainsi de suite, s'il y a des informations de couche 4, 5, 6, 7, etc. Donc là, si je reprends mon résumé, j'ai la couche 1, la couche 2, la couche 3, la couche 4. Enfin, la couche de 1 à 3, où on voit l'ensemble des choses, voilà, comment c'est présenté, comment est-ce qu'on essaie de s'en tirer, de trouver les informations dans Packet Tracer. Si je me retrouve dans Packet Tracer, donc là, j'ai par exemple un PC qui va envoyer un ping à un autre PC, imaginons, voilà, je vais me mettre dans les mêmes conditions que ce que j'étais avant. Je prends mon terminal, pardon, ma commande prompt, et je vais faire un ping. Encore, je vais faire 192.168.1.5. Tac. Je vais l'envoyer, il me dit qu'il reçoit. D'accord? Si je veux voir exactement ce qui se passe à travers le réseau, je vais passer en mode simulation. D'accord? Je vais me mettre là, et là le temps est figé. Je vais faire la même chose. Donc, ah oui, ici juste vous voyez que j'ai sélectionné un certain nombre de trames, de protocoles que j'ai envie de voir. Donc ARP, DHCP, FTP, HTTP, CMP, TCP, UDP m'intéresse dans ce cas-ci, mais je peux en prendre plus. Donc maintenant, imaginons que je fais ça, j'envoie, là je vois le message. Et donc, je double-clique sur ICMP, donc sur le message qui est là, et je vais voir le modèle OSI, et il va me dire ici un certain nombre de détails sur la requête que je viens d'envoyer. Donc c'est the ping process starts, the next ping request, etc., etc. Et donc il me dit ici un certain nombre d'étapes à faire. Ensuite, si je veux voir en détail ce qu'il y a à l'intérieur de cette trame, d'accord? Si je veux voir en détail, je me retrouve ici. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est ce que me permet de faire Packet Tracer. Il me permet de voir les adresses MAC, il me permet de voir le préambule. Le SFD, en fait, un préambule, ça a par exemple 7 octets en 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça permet de se synchroniser, que le PC ait la bonne cadence.
quand je vais recevoir le message, donc c'est comme un signal d'horloge, et puis le dernier à faire, parce que 1 0 1 0, il faut bien qu'on sache quand l'information commence, donc à un certain moment, le dernier octet lui va faire 1 0 1 0, et le dernier ça va faire 1 1, et dès qu'il voit ce 1 1 arriver ici, que la trame commence réellement avec ici les adresses. Évidemment, ça a à chaque fois une longueur et une position, c'est ce qu'on appelle un protocole, c'est une façon de faire. Voilà, on voit que c'est un protocole 0800. Voilà. Protocole, et ça c'est le protocole de couche supérieure, donc ça va dire, elle va lui dire voilà, c'est une trame Ethernet que tu reçois. Voilà, donc ici je vais pouvoir regarder toutes sortes de codes ici qui vont m'apprendre toutes sortes de choses et qui vont me permettre de comprendre le fonctionnement des protocoles et le fonctionnement des couches, parce que c'est ça qui m'intéresse. Voilà en quoi c'est réellement intéressant, packet traceur. Donc au niveau pédagogique, après, c'est aussi intéressant pour devenir réellement un administrateur réseau, un technicien réseau qui est capable de connecter des machines Cisco entre elles et de les paramétrer pour que le réseau fonctionne. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et n'hésitez pas à faire des pauses et à revoir l'ensemble des détails. Si des choses vous ont échappé, revenez en arrière éventuellement. N'hésitez pas à bien observer les différents schémas qui vous ont été montrés lors de cette présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit et à très bientôt pour une prochaine vidéo.